Donc bonjour, nous vous accueillons au nom de l'Académie dans les locaux de l'Académie, mais notre grand accueillant est la Fondation Xavier Bernard, qui est représentée aujourd'hui par Marie-Antoinette Prudhomme. Et je vais donc lui laisser la parole pour vous accueillir au nom de l'ensemble du comité mixte de l'Académie et de la Fondation. Bonjour à chacune et à chacun. Écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom de la Fondation Xavier Bernard avec mon collègue Pascal Descoux pour ouvrir cette session de remise des prix scientifiques et de remise des prix pour le mémoire des jeunes, donc mémoires qui ont été faits l'année passée. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier l'Académie parce que il y a effectivement un gros travail de fait en amont de toute cette journée pour la sélection, pour, je dirais, l'analyse et ensuite l'organisation de cette journée de remise des prix. Et je voudrais remercier particulièrement Madame King qui nous accompagne depuis 4 ans avec rigueur et énergie. Ça nous permet de structurer et puis, je dirais, d'être efficace dans la sélection et dans la compréhension, je dirais, des différents travaux qui ont été réalisés. Alors, nous allons commencer par remettre le prix scientifique. Alors, pour choisir un prix scientifique, ce n'est pas simplement récompenser un travail de recherche, mais c'est aussi mettre en avant des problématiques d'actualité et se laisser interpeller par les enjeux fondamentaux. Aujourd'hui, les objectifs de l'agriculture ne sont pas simplement la productivité et la qualité au sein des différentes filières, c'est désormais la pérennité des productions végétales et animales qui sont interrogées. Pendant des décennies, la recherche fondamentale et les laboratoires ont principalement misé sur la plante et sa capacité à optimiser les intrants extérieurs apportés à chaque cycle de production. Il semble que ce soit une période, je dirais, qui n'est pas non pas dépassée, mais qui a évolué. Et face au dérèglement climatique, face à la diminution des énergies fossiles ou au prix des matières premières, dans un contexte politique instable, les interrogations évoluent. Qualité, disponibilité de l'eau, diminution des intrants, baisse des productions. L'agronomie, par son analyse systémique et ouverte, est de plus en plus au cœur de ces préoccupations. Alors, que signifie pour nous, Fondation Xavier Bernard, accompagner la recherche scientifique dans ce nouveau contexte? Eh bien, il m'est apparu 3 éléments fondamentaux. D'abord, se laisser bousculer et interroger par les jeunes et les scientifiques. Nous avons tous, à la Fondation, un certain âge. Nous avons, je dirais, une carrière souvent dans le paragricole. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus directement dans le milieu professionnel. Et je dirais, les jeunes et les scientifiques nous alertent sur le questionnement des experts. Ils réactualisent les préoccupations des acteurs professionnels et des citoyens et nous ouvrent les pistes nouvelles de réflexion et de solutions. Deuxième élément clé, comme Xavier Bernard, notre fondateur, il faut s'interroger sur les principes fondamentaux de l'agronomie et de la zootechnie sans les isoler des conditions économiques et techniques de leur mise en œuvre. C'est pour cette raison que nous devons être attentifs à la découverte et à la promotion des innovations locales. Et il nous faut pour ça chercher, analyser, croiser l'information et passer en permanence d'approches systémiques pluridisciplinaires à la compréhension scientifique pointue dans des domaines de plus en plus variés. Bien, nous n'avons pas un cerveau capable de faire seul toute cette démarche. Je dirais, c'est un programme en soi pour l'ensemble de la Fondation et de son bureau. Alors, au niveau local, nous avons une disparité de parcours au sein de la Fondation.
Je dis que c'est un atout majeur pour un remue-ménage permanent des neurones, mais seul notre questionnement est limité. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons besoin d'entendre les questions et les problématiques des jeunes étudiants de master, de choisir et de croiser dans la recherche scientifique des axes d'approfondissement fondamentaux et de travailler avec les académiciens qui ont l'expérience et l'ouverture grâce à la pluridisciplinarité de leur parcours. Eh bien, aujourd'hui, la remise du prix scientifique s'inscrit dans cette dynamique. Et donc, nous sommes heureux d'accueillir Françoise Vertès. En effet, quoi de plus systématique et fondamental qu'une prairie? Elle est au cœur de l'élevage, tout en ayant une place prépondérante dans la rotation, dans le captage et la gestion de l'eau, et demain peut-être dans celui du CO2. Votre prix, Madame Vertès, fait suite à 2 recherches récompensées par la Fondation, celui de Lionel Rangeard en 2020 sur la qualité écologique des sols et celui d'Isabelle Cousin en 2019 sur la structure et le fonctionnement hydrique des sols. Ces choix ne sont pas un hasard, mais je dirais d'abord un choix de l'Académie, puisque c'est l'Académie qui nous propose, je dirais, les scientifiques pour le choix de ce prix, et un choix de la Fondation qui sera, je dirais, poursuivi le 5 octobre 2023, puisque à Poitiers, dans une journée scientifique centrée sur l'agronomie, dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de notre fondateur Xavier Bernard, avec les académiciens, les chercheurs de l'INRA et des agriculteurs innovants, nous tenterons de comprendre l'évolution de l'agronomie sur 150 ans, ses questions et propositions actuelles et celles des 30 années à venir. Donc, dans cette, je dirais, optique, eh bien, nous sommes heureux d'accueillir donc Madame Vertès, qui va nous faire entrer avec son accompagnateur dans l'actualité et l'importance des prairies au cœur des productions agricoles et des enjeux environnementaux. Oui, un tout petit mot d'abord d'excuses, parce que avec le président, il y a une autre réunion intermédiaire entre réunion de ce matin et réunion d'aujourd'hui, maintenant. Donc toutes nos excuses, mais d'abord pour tous les jeunes, et vous, madame, vous êtes accueillis ici dans la salle des séances. C'est quand même la première année qu'on fait ces remises de diplômes dans la salle des séances. Dans la salle des séances de l'Académie qui se tient toutes les semaines ici, de manière gratuite, de manière ouverte, de manière diffusée, à la fois sur la chaîne YouTube, et bien sûr vous pouvez le retrouver en différé. Mais regardez, 1761, hein, c'est un endroit, 1761, tous ceux qui sont autour de la salle étaient membres. Alors ça s'arrête ici en 85, mais ça continue dans l'escalier, hein, pour vous dire l'importance, hein, de la salle où vous êtes, hein, de l'endroit où vous êtes. Et on est heureux qu'avec la Fondation Xavier Bernard, on puisse faire ce travail ensemble. Alors vous avez vu comment vous avez si bien brossé ce que vous faites en tant que Fondation Xavier Bernard, alors, qui a été ici un de nos membres. Cette année, il y a un membre particulier, 1872, c'est Pasteur, qui a été aussi membre de cette académie, et c'est l'année du bicentenaire de la naissance de Pasteur, et vous verrez que toutes les thématiques autour de l'agriculture, de l'alimentation. Nous aurons d'ailleurs un colloque le 14 décembre dessus. Et puis un colloque le lendemain sur santé globale avec les académies de sciences, académies de médecine, académies vétérinaires, pharmacie. Et montrer que Pasteur a déjà été dans cette idée de One Health, une seule santé. Alors là, madame, sur les prairies, en plus... quelqu'un qui a travaillé sur les semences, comme Xavier Bernard, un endroit où en plus, sur des terres que Xavier Bernard a pu faire que Lusignan existe, que toute la recherche agronomique sur la prairie, hein, et on a utilisé beaucoup
des fétuques, des régras hybrides, etc., enfin, et d'autres, hein, pour montrer que déjà tout ce travail, eh bien, vous allez nous y aider à le comprendre et on va attendre, mais bien sûr, on vous félicitera. Merci à tous. Bon, je vous remercie vraiment beaucoup de votre accueil. Et la boucle se boucle puisque mes premiers pas à l'INRA se sont faits à Lusignan, justement, où j'ai été recrutée ensuite. Donc, je vais vous faire un petit panorama de travaux sur les prairies, une clé pour concilier production agricole et préservation de l'environnement, en insistant sur l'apport de démarches collaboratives à différentes échelles. Donc, un bref CV, pourquoi je me suis intéressée aux prairies, quelques illustrations de mon parcours scientifique et un petit bilan et des perspectives en fin de présentation. Donc, j'ai eu une formation qui a alterné l'université et l'Institut national agronomique Paris-Grignon et je suis sortie avec un DEA et un DA en écologie végétale. J'ai ensuite fait une thèse en sciences agronomiques sur l'écologie et la valeur agronomique de prairies de montagne pour répondre à la question en quoi le type phytosociologique de prairies est-il indicateur de leur intérêt agronomique. Et ces travaux ont été publiés en leur temps et réactualisé dans un papier récent où on a essayé de faire un numéro spécial de la revue Fourrage dont je m'occupe pour remettre en avant les complémentarités entre les approches écologiques et agronomiques. Donc, j'ai donc été recrutée à l'INRA pour travailler à Angers et Lusignan sur les flux d'azote en prairie. Puis je suis partie à la station d'agronomie de Quimper pour étudier l'agroécologie du trèfle blanc dans les prairies d'association, le contexte étant le tournant Merci. Étant le tournant des années 80. Donc sur cette frise, vous voyez rapidement ce que vous venez de rappeler en introduction avec l'intensification, la spécialisation des systèmes, la simplification des pratiques et surtout la substitution du travail par des consommations intermédiaires et du capital. Ça a permis des gains élevés de productivité animale, mais en échange d'une dépendance aux intrants, et on a observé une forte diminution des surfaces en prairie, en particulier permanentes, comme vous voyez sur le graphique de droite, la quasi-disparition des légumineuses, prairies artificielles, et l'apparition d'impacts environnementaux qui n'alertaient pas grand monde à l'époque. Et je suis arrivée donc en 85 pour travailler, enfin même en 83 sur les flux d'azote, et c'était l'époque où des éleveurs tels que André Pochon et certains chercheurs, en particulier Lessus, Aupin, O'Hara, mettaient en avant l'intérêt de prairies associant les graminées et les légumineuses pour gagner en autonomie protéique et produire de façon plus économe, plus autonome, et en respectant l'environnement. À l'époque, il n'y avait pas encore une perception très forte des impacts des prairies pâturées, mais ça, c'était en train d'arriver. Et donc, l'ensemble de mes travaux a porté sur les prairies, avec deux axes, étudier leur fonctionnement, donc sur les dynamiques de végétation, la pérennité des associations ou des prairies multispécifiques, et puis un travail plus sur les processus, quantifier, modéliser les flux d'azote et plus tard de carbone aux échelles de la parcelle et de l'exploitation pour limiter les émissions polluantes. Et ensuite, l'autre axe était quels étaient les possibles places et rôles des prairies dans la durabilité des systèmes laitiers, en quoi contribuent-elles à leur autonomie, à une meilleure économie tout en restant productifs, à une résilience et face au changement climatique qu'on commence à percevoir de façon très intense maintenant, même en Bretagne, et aux variations économiques qu'on connaît, c'est une composante importante. Donc pourquoi les prairies? Parce qu'elles peuvent et doivent participer de façon majeure à la transition écologique. Elles occupent une surface très importante, à peu près 40% de la SAU en France. Et il y a eu 2 colloques de la Fédération européenne des herbages à La Rochelle en 2002 sur la multifonctionnalité et cette année à Caen sous la bannière au cœur des systèmes de production durable. Elles fournissent de nombreux services écosystémiques qui peuvent contribuer aussi à réhabiliter l'élevage qui est très attaqué sur son versant très intensif.
Donc ces services se rattachent à la production bien sûr, mais à l'environnement, la sécurité alimentaire, nutritionnelle, la santé et le bien-être animal et la santé de façon générale avec le concept de One Health et les services culturels. Donc je ne vais pas vous détailler la totalité des services qui concernent la biodiversité, la qualité des sols avec les aspects carbone mais aussi biodiversité, la régulation des flux d'eau, la limitation des pollutions, azote mais pas que, la valorisation de zones non cultivables et dans un certain nombre de situations, l'élevage n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine. Dans d'autres cas, c'est plus problématique. Donc l'autonomie, on en a parlé, et des aliments de qualité, puisque ces protéines se retrouvent aussi avec des produits à forte teneur en oméga 3 et vitamines. Ça fait longtemps qu'on parle des prairies, ça fait longtemps qu'elles continuent à régresser, parce qu'il y a plusieurs limites à la motivation des éleveurs quand ils ont d'autres choix, des rendements qui sont souvent inférieurs à ceux du maïs fourrage, des difficultés de gestion du pâturage, donc que certains éleveurs mettent en avant alors que d'autres considèrent que ça n'est pas une difficulté, l'agrandissement des fermes, des troupeaux et la fragmentation des parcellaires qui rend le pâturage parfois plus difficile, l'arrivée de la robotisation qui permet une organisation du travail plus simple mais qui ne simplifie pas du tout la gestion du pâturage. Et néanmoins, donc vous voyez à droite une évolution des systèmes très pâturants en vert en haut et des systèmes moins, voire pas du tout pâturants, sachant que la demande de la consommation remet un peu en avant l'intérêt des prairies avec des produits ciblés. Donc, quelques focus de mes recherches, en particulier celles qui ont fait intervenir des collaborations avec les réseaux d'agriculteurs. Je vais parler des flux d'azote et de la pérennité des prairies. Alors, les flux d'azote, ça c'est un petit dessin de Nono, un dessinateur breton qui m'a fait beaucoup rire quand je suis arrivée en Bretagne. Mais c'est toujours d'actualité, malheureusement. Donc, les nitrates à l'échelle de la parcelle du système de culture et à l'échelle du bassin versant. Donc là, je fais un petit clin d'œil à un exposé que j'ai fait ici même il y a 15 ans sur les pertes d'azote à la parcelle, comprendre et modéliser les pertes d'azote à la parcelle. Donc le compromis entre production et lixiviation, qui est une des pertes, on le voit ici, avec des réponses à la fertilisation de la production qui varient selon les pédoclimats, et des pertes par lixiviation qui augmentent de façon exponentielle au-delà d'un certain seuil qu'on peut qualifier de dose optimale. Et donc, j'ai contribué avec d'autres personnes à élaborer cette courbe qui explicite un peu la courbe rouge que vous voyez ici et qui relie la lixiviation au chargement animal, qui est un des meilleurs indicateurs de ce niveau de perte en prairie pâturée et cette courbe a servi de repère pour des outils d'aide à la décision, pour réfléchir des choix de système, et elle se module bien sûr par rapport au type de sol, de climat et de pratique, c'est-à-dire que selon la répartition des apports de fertilisation dans le temps, on peut avoir des pertes plus ou moins importantes. Le couplage du cycle de l'azote et du carbone est très important à considérer, et on a fait un papier sur ce sujet dans un bouquin de 2018 qui s'intéresse à la complémentarité entre culture et élevage pour réconcilier l'agriculture et la qualité de l'environnement. Donc vous voyez ainsi un graphique qui explique comment l'animal découple les cycles du carbone, de l'azote, du phosphore, tandis que la plante les recouple avec l'importance du sol au niveau desquels peuvent s'effectuer les pertes par lessivage, mais aussi le recouplage avec la biomasse microbienne. Et la conclusion, c'est qu'il faut ajuster au mieux les besoins et les offres entre animal et prairie pour limiter les pertes, ce qui n'est pas très facile. Maintenant, je songe d'échelle, c'est-à-dire comment ces travaux peuvent être valorisés ailleurs. Donc en 2007, on est 2-3 chercheurs d'un projet qui avait eu lieu 10 ans avant, Stéréo, qui ont été contactés pour réfléchir donc, avec des agriculteurs sur comment aller plus loin et faire évoluer les systèmes, étant donné que leur simple optimisation à laquelle ils travaillaient depuis 15 ans n'avait pas permis de supprimer les algues vertes de leur bassin versant. Et donc, on a commencé à travailler avec eux, c'était à Lannion,
Et Chantal Gascuel, qui est ici, a contribué à monter un projet ANR qui était assez ambitieux et qui visait à préciser les processus hydrologiques et utiliser une modélisation spatialement distribuée intégrant les règles de décision pour tester des scénarios qui, eux, seraient co-construits avec les acteurs dans un troisième paquet de travaux. Je vais vous illustrer un peu comment on a travaillé. Donc, on a fait un remue-ménage avec des chercheurs, des agriculteurs et des techniciens pour réfléchir à d'où vient l'azote, où est-ce qu'il va, comment il se recycle à l'intérieur et où est-ce qu'on peut intervenir au niveau de l'exploitation de la parcelle ou du paysage. Ça a permis de créer ce gros graphique que je ne vais pas vous détailler. Et en vert sont indiquées les échelles et les postes sur lesquels l'ensemble des participants considéraient qu'il était possible d'intervenir pour avoir une action et réduire les fuites. Et à partir de ce remue-ménage, on a construit des indicateurs guides au lieu d'essayer de normer, comme la plupart du cas dans les réglementations environnementales. On s'est dit qu'il fallait laisser des indicateurs, d'avoir une batterie d'indicateurs plutôt qu'un seul, et que la satisfaction de cette batterie d'indicateurs puisse s'obtenir de plusieurs façons, ce qui laisse une certaine latitude aux éleveurs pour atteindre les objectifs qui étaient à moyen terme en 2027. Et donc ces objectifs portaient sur le chargement des animaux par hectare d'herbe, une sorte de bilan qui ne disait pas son nom, qu'on voulait limiter autour de 100 kg, une couverture efficace des sols en hiver, la limitation du labour des prairies, donc essayer de diminuer la fréquence et d'allonger leur durée, et l'absence de parcelles parking. Ça a été testé dans une ferme laitière type, qui a fait l'objet d'une présentation qui a réussi à embarquer un certain nombre d'agriculteurs qui étaient donc venus assister à ces discussions. Et la mise en œuvre dans 9 fermes pilotes laitières qu'on a suivies pendant toute la durée du projet ont permis aux éleveurs de mettre en œuvre différents choix de changement de pratique ou de système avec des trajectoires qui ont été suivies et qui servent à alimenter le modèle en données d'entrée. Et le résultat des courses, c'est que, en ayant fait tourner le modèle Quasimoden, donc qui était l'objet du deuxième Work Package, intégrant les règles de décision, le gros intérêt, c'est d'arriver à tenir compte des feedbacks entre les changements de pratique qu'on fait et en quoi ils modulent les systèmes et en quoi ils modulent les flux d'eau et de nitrates. Et donc, on voulait garder des systèmes qui aient leur cohérence interne, ce qui, en recherche, n'est pas si facile à faire parce que les chercheurs ne sont pas forcément des spécialistes de la cohérence d'une exploitation. Donc, permettant de nourrir des troupeaux sous contrainte de qualité d'eau. Et en sortie du modèle, on a vu une assez forte diminution de la teneur en nitrate, environ 20%, avec le choix de ne pas pénaliser la production du lait des fermes. L'augmentation des surfaces en herbe s'est fait au détriment des cultures de vente, des céréales. Et on a vu que le scénario herbagé, qui était le plus efficient et le plus acceptable de tous les autres scénarios traités, qui concernaient les haies et puis des modifications de pratiques moindres, ne permet pas de descendre à 10 mg par litre, ce qui est une estimation de la teneur qui serait nécessaire pour améliorer la situation. Donc maintenant, je passe à mon deuxième exemple de la pérennité des associations. C'est les premiers travaux que j'ai faits dans les années 80-90. Je vous le disais, j'ai été recrutée à l'époque où Pochon et quelques chercheurs vantaient les mérites du trèfle blanc et des associations. Donc ce travail à l'époque s'était fait en collaboration avec des éleveurs et surtout avec tous les techniciens agricoles de Bretagne concernés par ces problématiques-là, sur un suivi expérimental. Un suivi d'observatoire et d'expérimentation ciblée qui nous avait montré que pour que le trèfle se maintienne bien dans une prairie et en soit le pilier de la nutrition autonome, sachant qu'un trèfle peut fixer 150, 200, voire 250 kg d'azote, donc c'est vraiment des flux très importants. Il fallait bien gérer la compétition pour la lumière, l'azote du sol qui régule la fixation et les taux de trèfle, choisir les variétés et le type de sol. Donc il y a eu quelques publications.
Et après une longue pause, le sujet est revenu il y a 5 ans avec une demande des réseaux CIVAM et agriculture biologique sur comment pérenniser des prairies semées. Le projet Perpète, c'est un projet qui a été intégré à un gros projet FEADER qui s'appelle SOS Protéines, visant à améliorer l'autonomie protéique des élevages du Grand Ouest. Donc on était un petit bout de projet dans un énorme projet qui a été basé sur un observatoire de parcelles semées qui ont été suivies 4 ans. Donc on avait pris un observatoire de 80 parcelles qui avait 2-3 ans, qui était en bonne forme et dont on allait étudier le vieillissement, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui courent sur le vieillissement des prairies, mais pas beaucoup de mesures objectives. Ça a été complété par 4 expérimentations qui étaient issues de questions des éleveurs, qu'on a revisitées, parce que les questions étaient pas forcément posées de telle façon qu'on pouvait y répondre. Et donc, on a travaillé sur les conditions de pâturage hivernal. Est-ce qu'on peut étendre la saison de pâturage estivale? Comment on gère le pâturage estival en situation de sécheresse pour éviter que la prairie ne souffre trop? Est-ce qu'un dégrainage naturel améliore la situation? Et est-ce qu'il est préférable d'alterner fauché-pâture par rapport à des modes d'utilisation spécialisés? Et enfin, il y avait une jeune master en sociologie qui a fait une enquête pour essayer de comprendre pour les agriculteurs c'était quoi une prairie pérenne. Donc les sorties recherche de ce travail ont été d'élaborer des typologies de prairies avec 4 types et des typologies de trajectoires et de comprendre les déterminants de ces prairies et de ces trajectoires. Et je voudrais insister sur les sorties qui en ont été faites. C'est un plateau de jeu qui a été co-construit donc avec les éleveurs. Ce plateau de jeu, il s'appelle Mission Perpète. C'est pas un outil de la décision, c'est un outil d'accompagnement collectif. Donc là, vous voyez un peu la façon dont les éleveurs et les techniciens qui les suivent ont décidé de rédiger la plaquette. J'ai repris cette plaquette en mettant en avant quelques éléments importants. Donc, il s'agit d'aller sur le terrain, d'avoir un éleveur qui pose la problématique d'une prairie dans laquelle il emmène tout le monde et de mobiliser l'ensemble des gens qui sont venus pour aller vers une résolution collective avec une étape de diagnostic grâce à des supports pédagogiques qui permettent de s'approprier des connaissances sur la prairie et la flore. Ensuite, de réfléchir sur quelle est la fonction qu'assure cette prairie dans le système fourrager. Et pour chaque fonction et chaque type de pédoclimat, on a défini des cartes présentant la prairie un peu idéale qu'on peut trouver à cet endroit-là. Et on regarde quel est le décalage entre la prairie dans laquelle on est et cette prairie idéale. Sachant qu'une bonne prairie, c'est celle qui répond à la fonction qu'on attend. Et on peut aussi réfléchir à changer ses attentes. Et ensuite, une mise en discussion des pratiques que l'agriculteur avait jusqu'ici et celles qui pourraient être proposées pour être mises en place. Et donc, il y a tout un tas de cartes qui expliquent aussi, si on fait ça, on va favoriser plutôt telle plante que telle autre, ou déplacer l'équilibre. Et donc, ça permet de construire un nouvel itinéraire technique en collaboration et de prendre une prise de recul pour tous les participants. Donc le bilan de ce projet-là, c'est un programme qui était basé sur un observatoire original qui a permis d'hybrider les connaissances, ce qui est assez à la mode en ce moment, avec une contribution active des éleveurs au questionnement, au suivi et aux restitutions annuelles, de préciser les conceptions des éleveurs et du coup d'aborder la pérennisation des prairies de façon différente de celle qu'on aurait eue entre chercheurs, et puis de faire un lien entre les prairies semées et les prairies naturelles, sachant que les prairies naturelles à l'INRA, c'est Écodive, les prairies semées, c'est agroécosystème ou phase, ils se renvoient un peu la balle, ça intéresse pas forcément, enfin ils se battent pas forcément pour avoir les prairies dans leurs objectifs de recherche. Et du coup, on a trouvé que c'était intéressant de faire ce lien-là. Et l'intérêt du jeu, c'était aussi qu'il permet de capitaliser des connaissances qui seront amenées par d'autres chercheurs ou par d'autres expérimentations, en rajoutant des fiches ou en modifiant celles qui sont déjà. Donc je vais vous faire une espèce de petit récapitulatif panorama du travail que j'ai pu faire, qui regroupe
la place des prairies dans des systèmes durables et le travail qui a été fait sur les flux de carbone-azote. Donc un peu fondateur, le projet Stéréo, avec une démarche de diagnostic agraire, de suivi en ferme, complétée par des mesures et des expérimentations, mais très peu de modélisation à l'époque, et dont la sortie avait été la mesure agro-environnementale système fourrager économe en intrants. On s'est remobilisé donc pour l'ANR Acacia que je vais vous présenter tout à l'heure, et ça a fait des petits avec un programme. Alors, j'ai pas dit que dans Acacia, on avait eu l'occasion de collaborer avec une anthropologue qui étudiait le problème l'intégration d'une crise écologique dans la société. Et donc, on a continué à collaborer avec elle et à développer donc comment on collabore entre sciences humaines et sciences de l'environnement. Donc, avec un programme parchemin, avec le comité scientifique du plan Algues Vertes 2, qui regroupe également des chercheurs en sciences humaines et des chercheurs en SSS. Et puis, un autre petit projet qui s'intéresse de nouveau avec les gens du CEDA, pas les mêmes qu'au début. D'accord, j'ai presque fini. À l'évaluation de la résilience de systèmes de production laitier agroécologiques face au changement climatique. Donc Perpète, je viens de vous le situer, et pendant ce temps-là, en recherche, j'ai collaboré, ainsi que la plupart de mon unité, à d'autres projets sur la complémentarité culture-élevage et à continuer à modéliser les flux d'azote. Donc les messages clés, les prairies sont à l'intersection des sciences de l'animal et du végétal, de l'agronomie et de l'écologie. On a une complémentarité des études nécessaires à différentes échelles élémentaires et intégratrices, sachant que les conclusions optimisant à une échelle peuvent être complètement remises en cause quand on change d'échelle. Par exemple, l'efficience à l'échelle de l'animal ne se raisonne pas de la même façon qu'à l'échelle du troupeau. Et pareil pour les parcelles et le paysage. C'est très important d'analyser les interactions et les feedbacks entre les choix de système ou de pratique et les effets sur l'environnement. Et donc d'éco-construction et une comité international dynamique avec une valorisation de ces travaux dans des modèles, dans des outils d'aide à la décision, dans des groupes d'expertise, en phase en général avec les questions agroécologiques qui sont prégnantes maintenant. Et donc quelques perspectives issues de la conclusion du colloque EGF. Donc les prairies ont beaucoup d'atouts. Ici on voit qu'on stocke du carbone pour l'avenir. C'est intéressant aussi de déterminer les compromis entre la diversité au sein d'une parcelle, mais aussi entre parcelles prairiales pour améliorer les services écosystémiques. Allez voir ce qui se passe ailleurs et comment on peut s'adapter, quelles sont les nouvelles technologies, et de rester en flux constant avec ce qui se développe, et de renforcer le dialogue et la recherche collaborative. Et ça, c'était au dernier colloque EGF, Luc Delaby, que certains connaissent peut-être, qui a été interviewé par une des vaches qui était autour des journées portes ouvertes qui étaient organisées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Vertès. Votre présentation nous a permis de voir la richesse et l'actualité de vos recherches. Et puis, ça nous a permis aussi de voir l'intérêt d'une recherche sur le long cours. Vous avez su vous adapter aux demandes des éleveurs et vous avez le souci aussi très important de la transmission. Pour continuer notre réflexion, je propose de donner la parole à M. Malter qui va commenter et enrichir cette présentation. Oui, bonjour tout le monde, donc je vais être bref, parce que donc, Christian Walter, je suis le directeur de l'unité de recherche qui a accueilli pendant plus de 30 ans Françoise dans ses locaux, et donc avec Chantal Gascuel, plus près, Chantal Gascuel, on a eu le plaisir de présenter Françoise pour ce prix scientifique Xavier Bernard. Je voudrais non pas rappeler tout ce qu'elle a dit, mais au contraire essayer de mettre en avant des choses un peu spécifiques dans sa démarche. Première chose, c'est que Françoise a fait de l'agroécologie avant que le mot n'existe réellement. Par sa formation, c'est une ingénieure agro, mais elle a fait une thèse en écologie sur les prairies de montagne. Et donc, elle a été outillée intellectuellement très tôt dans sa carrière pour associer un peu les corpus, les démarches, à la fois de l'agronomie et de l'écologie. Et bien évidemment, les prairies ont été un objet royal pour faire ce rapprochement. Donc ça, c'est un premier point. Après, dans sa démarche,
Elle a été précurseur, de notre point de vue, de plusieurs façons. D'abord, les démarches pluridisciplinaires, interdisciplinaires, transdisciplinaires. On ne sait pas très bien où est-ce qu'elle s'est arrêtée dans l'intégration des disciplines, mais dans beaucoup de ces travaux, vous voyez, ont été associés, non pas uniquement des agronomes, mais des zootechniciens, des pédologues, et vous voyez, à la fin, elle a cité aussi des anthropologues, le lien avec les sciences sociales. Donc elle est allée très loin, souvent, dans ces démarches, regroupant des experts de disciplines différentes et allant au-delà de la simple juxtaposition des connaissances de chacun. Voilà, donc je pense que ça, c'était une de ses forces. Et notamment, nous avons eu à Rennes souvent des difficultés avec les unités de recherche qui étaient plutôt dans le champ de la production animale, parce que nous étions sur des points de vue parfois un peu différents. Mais Françoise a toujours continué à faire le lien entre nos unités. Autre chose que j'aimerais évoquer, c'est les démarches de co-construction qu'on voit aussi très tôt dans sa carrière. Elle a participé à de nombreux réseaux d'agriculteurs. Souvent, ce sont les agriculteurs qui ont créé ces réseaux, et notamment le cas du CEDAPAC qui a été fondé par André Pochon, que j'ai vu encore dans le journal ce matin d'ailleurs, appelé à l'autonomie protéique de la Bretagne. Donc ce réseau d'agriculteurs, en fait, a mobilisé des experts comme Françoise, et donc ça veut dire à la fois apporter ses connaissances propres, mais aussi rester relativement humble et accepter d'évaluer des propositions qui viennent de la base des agriculteurs, ce qu'on appelle réellement des approches par co-construction. Et puis quelque chose qui est moins apparu dans son exposé cet après-midi, c'est son rôle en matière d'expertise, d'appui aux politiques publiques. Nous étions dans une carrière qui a été marquée par la mise en place de la directive nitrate en 92 en Bretagne, donc la nécessité d'adapter des contraintes et aussi des moyens d'action pour essayer de régler la question des nitrates. Et là, sur ce point de vue-là, ça a supposé des participations à des groupes de travail pour adapter la directive nitrate, comment on calcule les fertilisations azotées, par exemple, et puis plus récemment, comment on met en place les labels bas carbone. Ce sont des réunions en nombre, j'allais dire infini, mais ce sont beaucoup de réunions que Françoise a fait dans sa carrière et a apporté un peu de façon spécifique sa démarche transdisciplinaire, etc. Donc, il me semble que ces différents volets, au-delà de ce qu'elle nous a présenté cet après-midi, sa démarche en elle-même font qu'elle a été précurseur et que, me semble-t-il, elle correspond bien à ce que vous avez décrit comme les choses, le type de recherche que la Fondation Xavier Bernard veut remercier. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces compliments, Christian. J'ai bien fait de venir. À côté de l'INRA. J'étais agriculteur, je connais bien l'INRA de Lusignan. Et j'ai apprécié beaucoup ce que vous avez fait sur les prairies, c'est énorme, parce qu'il n'est pas fait grand-chose souvent pour les prairies. Oui, parlez-moi. Oui, il disait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour les prairies, mais je pense qu'à Lusignan, il y en a pas mal, et dans ce projet Perpète que je vous ai présenté, l'équipe de Lusignan et François Gastal en particulier étaient très impliqués. Donc il se fait quand même pas mal de choses à Lusignan. Je voulais dire une autre chose, c'est les prairies, on a eu quand même un problème par rapport à la PAC, où on a dit aux gens, une prairie, c'est 5 ans. Et ça, c'est une absurdité énorme. Et ça a réduit les prairies permanentes. On est passé en prairie temporaire, on est agriculteur. Moi, je suis un agriculteur, donc à la fin de l'année, on parlait d'économie, il faut un compte d'exploitation qui soit positif. Donc ça a été une aberration, elle a existé. Ça, j'espère qu'elle sera modifiée demain, parce que c'est vrai que les prairies, on peut les faire durer. On voit avec les luzernes. Une luzerne dure 5 ans par effet de la PAC, et en fait, elle peut durer beaucoup plus de temps. Et ça, c'est quand même dommage.
Donc je remets un prix de la Fondation. Je pense que vous l'avez largement mérité. Et c'est dans la continuité de ce que Marc-Antoine a dit tout à l'heure, de ce qui a été fait, de ce qui a été primé par la Fondation jusqu'à présent, c'est-à-dire l'agronomie, notre thème fil aujourd'hui. Je vous remercie vraiment énormément. C'est un grand plaisir d'être ici et je souhaite une aussi belle carrière et aussi intéressante à tous les jeunes qui sont là et dont on va découvrir les travaux. Et bonne carrière scientifique à eux. Voilà, effectivement, c'était la transition que je voulais faire. J'espérais qu'un jour, dans quelques années, sans doute pas nous, mais d'autres de la Fondation viendront peut-être remettre un prix scientifique à l'un d'entre vous. Aujourd'hui, vous allez nous présenter vos mémoires. C'est déjà une première étape. Et nous sommes heureux, à travers vos mémoires, de suivre effectivement le questionnement, l'évolution du questionnement de vos maîtres de stage, mais aussi votre propre questionnement en tant que jeune. Je crois que c'est important, on a besoin d'être renouvelé dans nos certitudes et même dans nos questionnements, parce que voilà, on a vécu une époque, vous entrez dans une autre qui a, on voit aujourd'hui beaucoup de contraintes, beaucoup de peurs, mais ce sera aussi vous qui allez apporter la richesse à cette époque. Et donc, c'est avec un grand plaisir que nous allons entendre la présentation de vos différents travaux, mémoires. Et pour ça, je laisse la parole à Madame Kim qui va nous dire un peu comment va s'organiser cette partie. Merci beaucoup, Madame. Donc d'abord, je vais laisser la parole à notre président pour l'Académie d'agriculture de France, Monsieur Jean-Jacques Hervé, qui est donc en fait notre garant de la clarté des méthodes mises en œuvre à l'intérieur de l'Académie pour pratiquer les expertises à chaque campagne de la Fondation. Et donc c'est un processus qu'on a essayé de rendre le plus proche possible modestement des standards de l'Agence nationale de la recherche, même si c'est des enjeux beaucoup plus modestes. Mais en tout cas, nous, on est très heureux de pouvoir, avec cette opération conjointe avec la Fondation, œuvrer à une meilleure connaissance de ce qui est mis dans les mains des jeunes chercheurs et ingénieurs actuellement. Et donc, je laisse la parole à Jean-Jacques Hervé. Oui. Je ne vais pas être très long. Je dois d'abord m'excuser de ne pas avoir été pile au démarrage de la rencontre. Je vois que j'avais des confrères avec qui j'étais tout à l'heure qui, eux, ont réussi à être à l'heure. Donc, je vous prie vraiment de m'excuser. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la majeure partie de l'exposé précédent. J'ai vu avec grand plaisir monter sur la scène mon ami Christian Walter, de vieux comparses, et j'ai entendu avec grand plaisir citer André Pochon, qui reste un modèle, qui reste un homme qui nous oblige à comprendre ce que vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la prairie, ça ne doit pas être quelque chose qu'on bâcle en 4 ou 5 ans, mais qui doit durer, parce que c'est la durée de la prairie qui lui donne sa valeur environnementale et sa valeur agricole. Et donc c'est un message formidable que vous venez de passer. Donc je ne suis pas sûr que moi-même je suis quelque chose dans ce dispositif. L'institution que j'ai l'honneur de présider cette année, oui, se réjouit du partenariat avec votre fondation, parce que c'est vous qui faites l'essentiel. C'est vous qui perpétuez un nom illustre qui a été très important pour le développement des sciences agronomiques et leur développement dans une pratique agronomique. Parce que l'agronomie, sans doute, est une science. Plusieurs de nos confrères viennent de sortir un ouvrage sur ce sujet, mais c'est aussi, et sans doute d'abord, une pratique. Une pratique qui est faite singulièrement partagée entre deux interlocuteurs, au moins, l'agronome, qui est lui-même le praticien, et l'agriculteur, qui est aussi le praticien. Un peu comme le médecin et le malade ont un dialogue, quoi qu'on veuille, parce que le médecin ne diagnostique les choses qu'à partir de ce que le malade exprime au médecin, et le médecin essaie de comprendre
dans peut-être les incohérences du malade, la cohérence de sa maladie. Et il revient sans doute aux agronomes de chercher à comprendre dans la façon dont les pratiques sont conduites et dont les agriculteurs expriment leurs pratiques, ce qu'il peut y avoir de marge de progrès, ce qu'il peut y avoir de compréhension, d'obstacles à la compréhension. Et voilà. Et donc, j'ai pris beaucoup d'intérêt au précédent exposé. Je suis convaincu que nous allons avoir aussi beaucoup d'intérêt aux prochains exposés. Et j'ai déjà abusé de mon temps de parole. Christine, je vous laisse la parole. Et je vous remercie tous de votre contribution. Merci beaucoup à la Fondation. On est dans les temps, il n'y a pas de questions. Simplement, je voulais vous dire que donc, cette année, comme les autres années, il y a autour d'une vingtaine d'écoles qui participent à cet exercice de soumission des meilleurs rapports de fin d'études de leur établissement. Et dans ces 4 années, on a ouvert des opportunités pour que les établissements, au lieu de s'en tenir à un seul mémoire par école, puissent proposer autant de mémoires qu'ils ont de sites de formation, parce que la géométrie et le périmètre maintenant de partenariat des écoles avec différents types de laboratoires complexifient, disons, la visualisation de leur emprise géographique. Donc ça a permis de recevoir souvent plusieurs mémoires par établissement au titre de cette notion de site de formation. Et nous avons également encouragé la soumission de mémoire, non seulement de fin d'études d'ingénieurs, mais également pour des cursus différents, que ce soit des masters ou des fins d'études d'ingénieurs issus de contrats de professionnalisation ou issus d'un parcours en alternance. Et ça nous a permis de voir une grande diversification des parcours que vous suivez les uns et les autres. Et ça, c'est très intéressant à voir parce que du coup, les ancrages dans le monde professionnel ou dans le monde de la recherche sont très multiples, multiformes. Et également, on a évidemment, et ça, c'était pas une surprise pour nous à l'Académie, mais on voit bien que les thèmes abordés sont extrêmement diversifiés et que vous arrivez sur votre début de vie professionnelle avec des angles d'attaque sur les sujets d'actualité qui sont extrêmement variés et parfois très complémentaires, ce qui fait que pour nous, le comité interne qui a eu à lire tous vos travaux, on s'est régalé et on espère encore se régaler cet après-midi. Donc, on va céder la parole en premier à Marie Nellig, qui va pouvoir nous présenter son travail. Et on vous propose des exposés très brefs, on est désolé, hein, mais pour qu'on ait le temps de pouvoir vous poser quelques questions et savoir quel est votre devenir professionnel maintenant. Donc Marie Nellig a soumis son mémoire à Bordeaux Sciences Agro. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Nellig, je suis actuellement chef des projets et méthodes couvoirs pour la société Orvia. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui les grandes lignes de mon mémoire de fin d'études que j'ai réalisé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dans le service expertise volaille de Mix Sciences et qui portait sur le sujet de la qualité des poussins. Donc, pour vous présenter ce projet, je vais d'abord vous expliquer le contexte, les principaux résultats que nous avons obtenus et enfin une conclusion. Pour ce qui est du contexte, le projet venait de nos clients qui souhaitaient répondre à la demande des consommateurs. Cette demande qui s'intéresse de plus en plus à l'élevage sans antibiotiques, notamment à cause des problématiques d'antibiorésistance, mais également, dans une moindre mesure, des problèmes de résidus dans l'alimentation. Donc, nous nous sommes intéressés à l'utilisation des traitements antibiotiques dans la filière volaille et poulet de chair plus particulièrement. Et nous nous sommes aperçus que la majorité des traitements antibiotiques étaient administrés avant 10 jours d'âge, c'est-à-dire lors de la période poussin de l'animal. C'est pourquoi, pour essayer de diminuer l'utilisation des antibiotiques dans les élevages, on a décidé de se concentrer sur la qualité du poussin. La qualité du poussin peut être impactée par différents facteurs.
On a dans un premier temps les facteurs venant du couvoir, avec par exemple le stockage des œufs ou l'incubation des œufs. On a des facteurs provenant des élevages de poulets de chair, avec la qualité du démarrage. Et on a beaucoup de facteurs qui proviennent des élevages de parentaux, tels que la souche, l'âge des reproducteurs, la composition de l'œuf, les soins apportés aux œufs et la qualité microbiologique et physique de l'œuf. Nous avons décidé de nous concentrer sur ces paramètres-là de l'élevage des parentaux, puisque ce sont ceux qui sont les moins documentés dans la bibliographie. Et donc, on s'est posé la question suivante, comment optimiser les pratiques d'élevage des parentaux afin d'améliorer la qualité des poussins d'un jour. Donc, les premiers résultats qu'on a eus portaient sur le soin apporté aux œufs. Ce sont les 3 premiers essais que j'ai réalisés durant mon année d'alternance et qui ont conduit à permettre de catégoriser les œufs selon une qualité principalement microbiologique, grâce notamment au taux d'éclosion et au taux d'éclatement. Donc on va retrouver les œufs qui sont considérés comme de bonne qualité. Ce sont des œufs qui sont pondus au nid et qui sont ramassés rapidement après la ponte. Ces œufs-là vont avoir un taux d'éclosion supérieur à 90% en général et un taux d'éclatement inférieur à 0,2%. Les œufs considérés de qualité moyenne sont des œufs qui sont également pondus au nid mais qui vont passer beaucoup plus de temps dans l'ambiance du bâtiment. Et ces œufs-là vont avoir un taux d'éclosion aux alentours de 85% et un taux d'éclatement autour de 0,5%. Et enfin, on a les œufs de mauvaise qualité, qu'on va considérer de mauvaise qualité. Ce sont les œufs généralement pondus au sol, peu importe le traitement qui est effectué. Ils vont avoir un taux d'éclosion inférieur à 80% et un taux d'éclatement supérieur à 1%. La deuxième série d'essais qu'on a réalisée se portait sur la qualité microbiologique et physique de l'œuf et surtout la qualité physique de l'œuf avec la mise en place d'un système de notation de la qualité de coquille. Donc cette grille de notation a pu être mise en lien avec des critères de qualité des œufs et des poussins. Donc on a par exemple les œufs de mauvaise qualité de coquille qui sont sur la seconde ligne, qui vont avoir une rigidité et une épaisseur de coquille moindre que des œufs qui vont être classés comme ayant une bonne qualité de coquille. Ils vont également avoir un taux d'éclatement, un taux d'œufs pourris non éclos et un taux de poussins triés au couvoir plus élevé que des œufs considérés comme étant de bonne qualité. Et on peut avoir une perte d'éclosion qui va jusqu'à 8% d'éclosion pour ces œufs toujours considérés comme de mauvaise qualité de coquille. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui sont les œufs microfêlés. Et lors de l'étude, on a montré qu'on avait en moyenne plus 1,3% d'œufs microfêlés lorsque les œufs étaient ramassés par des emballeuses automatiques en élevage. Pour ce qui est de la conclusion, on a pu voir que les pratiques d'élevage de reproducteurs avaient un impact plus ou moins important sur la qualité des futurs poussins. Cela va impacter une pression bactérienne plus ou moins forte sur les embryons et donc potentiellement un traitement antibiotique plus ou moins important en élevage par la suite. Ces conséquences peuvent être amplifiées par la mécanisation, notamment l'utilisation d'emballeuses automatiques. Si on fait un petit calcul rapide sur un élevage de 10 000 poules repro qui pondent en moyenne 170 œufs par an, et qu'on a donc un élevage qui va avoir des bonnes pratiques versus un élevage qui va avoir des mauvaises pratiques, l'élevage qui va avoir des mauvaises pratiques va engendrer un surcoût de 6 500 € sur le couvoir qui va accueillir ces œufs et un surcoût de 4 500 € sur l'ensemble des élevages qui vont recueillir les poussins qui seront issus de ces œufs-là. Donc le but va être d'optimiser au maximum les pratiques en élevage. Pour cela, on pourrait augmenter les informations auprès des éleveurs, avec notamment des affiches qu'on pourrait mettre dans les élevages sur la qualité de tri, etc. Ou alors revoir le système de rémunération des éleveurs qui aujourd'hui est basé principalement sur le nombre de produits. Et là, on pourrait ajouter des indicateurs d'action et de résultats, donc des actions mises en œuvre et des résultats de qualité des OAC qui seraient regardés au couvoir. Merci de votre attention.
Merci Marie. Et donc, un des rapporteurs est présent dans la salle et membre du comité interne également, c'est Fabienne Trollard. Oui, merci beaucoup. D'abord, félicitations pour votre mémoire. Merci. Je l'ai trouvé aussi très intéressant. Alors là, dans ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, qui est d'ailleurs très très clair, vous avez insisté sur le caractère microbiologique, enfin l'impact pathologique plutôt, Oui. Dans les élevages. Est-ce que vous avez regardé comment ça se passait effectivement? Est-ce qu'il y a un suivi de ces pathologies dans les élevages par rapport aux œufs ou pas? Des pathologies sur les reproductrices? Oui. On ne va pas avoir de suivi particulier en élevage. C'est uniquement lorsqu'on va observer des symptômes particuliers qui peuvent nous alerter sur une maladie potentielle, où là, on va chercher la maladie. Mais si la reproductrice n'émet pas de symptômes, il ne va pas y avoir de recherche effectuée. Autre question? Oui, vous avez parlé de ramassage manuel tout à l'heure. Est-ce que vous avez estimé le surcoût d'un ramassage manuel? Non. C'est vrai que ça demande plus de temps, mais la perte engendrée est quand même assez importante. Déjà, pour un ramassage automatique, il faut l'argent pour acheter la machine. Et en fait, nous, on a estimé qu'au-delà du temps gagné, au final, il n'y a pas forcément... pour l'éleveur, si, mais pour la filière au global, non, puisque le tri est vachement plus rapide. Et donc, on va passer beaucoup plus d'œufs qui sont de moins bonne qualité. Et c'est l'impact qu'on voyait à la fin, les 4 500 € sur la filière en aval. C'est cet impact-là. Après, pour l'éleveur, non, j'ai pas regardé ça. Autre question? Vous avez énoncé comme impact, je dirais l'impact économique. Est-ce que demain, ce que vous proposez ne sera pas une obligation si effectivement on revient au début de votre problématique qui était la problématique médicamenteuse d'utilisation des antibiotiques? C'est-à-dire que, est-ce qu'en termes de conclusion, ça aurait été intéressant peut-être de se dire en quoi votre travail répond aussi à cette problématique de départ? Effectivement, on peut imaginer que si vraiment c'est une demande forte des consommateurs et qu'on doit y répondre, ces œufs vont être sûrement classés et incubés séparément pour pouvoir avoir au final des poussins de catégories différentes, de qualités différentes. Parce que si on ne le fait pas, on va devoir jeter des œufs aux éleveurs du coup de reproducteurs et ce sera ceux-là qui vont perdre énormément d'argent. On ne peut pas aujourd'hui leur enlever tous les œufs qui sont microfêlés, tous les œufs qui sont un petit peu sales, etc. Par contre, on peut les catégoriser et les incuber différemment pour à la suite pouvoir proposer aux clients des couvoirs des poussins de différentes qualités. Comment vous faites pour évaluer la qualité des poulets? C'est pas mesurable? La qualité des poussins ou des... Comment? Des poussins? Moi, j'ai regardé juste les poussins. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais, okay. Donc, on a des qualités, des critères quantitatifs comme le poids, la longueur de l'animal, mais aussi l'homogénéité du lot. On peut avoir aussi des critères qualitatifs avec notamment le test de Pasgar ou les scores de TONA, qui sont en fait des critères sur un nombre précis, où dans l'un des cas, le poussin va perdre des points, dans l'autre, il va en gagner, suivant les critères physiques. Donc on va regarder la cicatrisation de l'ombilic, la formation du bec, si il a bien interné son vitellus, etc. Et ça va nous donner un score pour déterminer sa bonne qualité. Est-ce que... Et donc, nous pouvons laisser la place à Frédéric Abbé, bonjour, qui arrive de l'ESA d'Angers et qui va nous proposer son travail sur les caves des vignerons de Buzet, avec un titre plus étendu, merci.
Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le mémoire de fin d'études que j'ai fait pour la cave des vignerons de Buzet. Donc, c'est une coopérative vitivinicole dans laquelle j'ai fait mes 3 ans d'apprentissage. Et là, c'est le mémoire que j'ai fait pour ma dernière année d'école d'ingénieur au sein de l'ESA. Donc, ce mémoire de fin d'études s'intitule « Variétés à fin d'adaptation pour la cave des vignerons de Buzet ». C'est un mémoire qui a été initié parce que depuis plusieurs années, les vignerons de Buzet sont témoins des effets du changement climatique sur leurs vignobles. Donc en effet, en l'espace de 30 ans, on a à peu près les températures qui ont déjà augmenté de plus 1,2 degrés Celsius. On a les stades phénologiques de la vigne qui sont de plus en plus en avance. Donc aujourd'hui, les vendanges, elles démarrent avec presque 1 mois d'avance par rapport aux années 80. Et par conséquent, la qualité des raisins produits, mais des vins également, n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, on a des raisins qui sont de plus en plus sucrés, de moins en moins acides. Et du coup, les vins sont de moins en moins équilibrés et de plus en plus riches en alcool. Donc face à toutes ces problématiques, aujourd'hui, les vignerons ils se posent la question s'il ne serait pas judicieux de planter des nouveaux cépages pour faire face au changement climatique. Et donc, l'objectif de mon mémoire, c'était d'accompagner la cave des vignerons de Buzet face au changement climatique à travers une adaptation variétale. Donc, pour ce faire, en fait, j'ai mené une étude prospective pour essayer de comprendre ce qu'il allait se passer sur le vignoble de Buzet. Donc, en fait, j'ai récupéré les prévisions météo établies par le GIEC. Donc, le GIEC, il a fait des hypothèses sur la manière dont la concentration de gaz à effet de serre va évoluer d'ici la fin du siècle. Il a fait 3 grandes hypothèses. Une hypothèse pessimiste qui considère que les gaz à effet de serre vont continuer d'augmenter jusqu'à la fin du siècle. Une hypothèse plutôt optimiste où là, on devrait avoir une légère diminution d'ici la fin du siècle. Et une hypothèse intermédiaire. Et donc, en fait, à partir de ces 3 scénarios, il a établi des prévisions météo sur la période 2011-2100 qui sont disponibles pour toutes les régions du monde. Et donc, moi, j'ai récupéré ces prévisions météo pour la zone précise du vignoble de Buzet. Et à partir de ça, j'ai calculé plein d'indicateurs climatiques que j'ai moyennés sur différentes échelles de temps. Donc, 2011-2040 pour essayer de comprendre ce qu'il allait se passer à court terme. 2041-2070 pour simuler ce qui allait se passer à moyen terme. Et 2071-2100 pour simuler le long terme. Donc, comme je vous disais, j'ai calculé plein d'indicateurs que j'ai répartis en 3 catégories. Des indicateurs climatiques comme la température moyenne annuelle. L'objectif, c'était de comprendre quel serait le climat de Buzet d'ici la fin du siècle. J'ai calculé également des indicateurs plutôt que j'ai calculés éco-climatiques. Donc, c'est des indicateurs qui permettent de prédire, par exemple, la date des vendanges d'ici la fin du siècle. Donc, l'objectif, c'était de comprendre comment allait évoluer le comportement de la vigne. Et puis, j'ai calculé un 3e type d'indicateurs qui sont des indicateurs agroclimatiques qui permettent de dire si une région du monde est propice pour faire pousser des raisins. Donc, par manque de temps, je vais vous présenter uniquement les résultats que j'ai obtenus avec le scénario le plus pessimiste et pour le long terme, donc la période 2071-2100. Donc, concernant les indicateurs climatiques, les prévisions météo indiquent que d'ici la fin du siècle, la température sur le vignoble de Buzet devrait augmenter de 4 degrés Celsius et que c'est la période d'été, donc pile la période de maturation du raisin, qui devrait connaître la plus forte augmentation de température avec des jours de forte chaleur qui devraient être de plus en plus nombreux. Donc, concernant les indicateurs éco-climatiques, donc là, je vous ai mis les résultats pour la date de maturité du merlot, donc qui est le cépage le plus utilisé sur ce vignoble. Et bien qu'on voit que le merlot, d'ici la fin du siècle, il sera mûr avec 1 mois d'avance. Donc, auparavant, il mûrissait avec des conditions autour de 15 degrés. D'ici la fin du siècle, il mûrira plutôt avec des températures autour de 25 degrés. Donc, ce qui justifie totalement la question des vignerons de Buzet. Est-ce que le merlot sera encore adapté d'ici la fin du siècle au vignoble de Buzet? Et donc là, je vous ai présenté les résultats des indicateurs agroclimatiques. Donc, il y a 3 types d'indicateurs.
l'indice de sécheresse, l'indice de fraîcheur de nuit et l'indice héliothermique de Huguelin. Et donc, en fait, j'ai calculé ces indicateurs avec les 3 périodes de temps, les 3 types de prévisions. Et donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on calcule ces indicateurs avec les données météo historiques, eh ben, ils nous classent les conditions climatiques de Buzet dans les conditions climatiques aujourd'hui qu'on retrouve dans les vignobles du sud-ouest de la France. Donc, Buzet, c'est entre Bordeaux et Toulouse, donc c'est plutôt cohérent. Quand on calcule ces indicateurs avec les prévisions à court et moyen terme, il nous dit que les conditions météo du vignoble de Buzet d'ici la fin du siècle, elles seront similaires à des conditions qu'on retrouve en Uruguay ou dans certains vignobles américains. Et quand on calcule ces indicateurs avec les prévisions à long terme, il nous dit que les conditions météo sur le vignoble de Buzet, elles seront similaires à celles qu'on retrouve dans le sud de l'Espagne. Donc ces résultats justifient encore l'adaptation de l'encépagement sur le vignoble de Buzet. Donc ce que j'en ai conclu, c'est qu'effectivement, le climat de Buzet ne sera pas le même d'ici quelques années, que la vigne va évoluer avec le changement climatique et que le vignoble de Buzet, il appartiendra à une nouvelle région climatique. Donc moi, ce que je conseille aux vignerons, c'est que je voudrais souligner qu'il existe encore beaucoup d'incertitudes, que tous ces travaux, ils reposent sur plein d'hypothèses. Et donc mon conseil, ça serait pas de planter un unique type de cépage qui est adapté à un unique type de conditions météo, mais de planter une diversité de cépages pour parvenir à créer le vignoble le plus résilient possible. Et je voulais également souligner que ça, c'est une méthodologie qui a été appliquée pour le vignoble de Buzet, mais qui est totalement transférable pour n'importe quelle appellation ou n'importe quel vignoble qui s'intéresserait aux effets du changement climatique dans sa région. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Claude Pop, également du comité interne, a été aussi rapporteur de ce mémoire et peut poser des questions à Frédéric. Frédéric, vous nous avez présenté un sujet d'actualité sur les conséquences du changement climatique sur le renouvellement variétal de vignes dans le cas d'un AOC. Et là, je me fais le porte-parole de votre rapporteure, Madame Nicole Roskam, qui était académicienne, viticultrice dans un grand domaine à Saint-Émilion et qui vous présente ses vives félicitations sur la qualité d'analyse prospective et pour le réalisme dans l'analyse de la situation des vignobles face au changement climatique, consciente de la nécessité de s'adapter rapidement. Donc l'intérêt du sujet est grand pour la quasi-totalité des vignobles, comme vous nous l'avez dit, c'est le problème numéro 1, pour concilier adaptation à un climat et garder le cap sur la typicité des vins obtenus pour la commercialisation et le maintien de l'AOC. Et on aimerait savoir s'il y a au moins un début de négociation sur l'accord AOC concernant la modification des cépages, car l'AOC est jusqu'à maintenant obtenue pour des conditions de production bien précises, mais qui incluent aussi les cépages. Donc aujourd'hui, c'est possible d'utiliser des nouveaux cépages dans les AOC à titre expérimental, mais ils doivent représenter seulement 5% de l'encépagement et 10% à l'assemblage dans les vins. Donc il y a une convention à signer avec l'INAO. Et donc là, pour l'instant, on a la cave des vignerons de Buzet, avec ce mémoire, a entamé les démarches, mais il y a déjà 4 nouveaux cépages qui ont été plantés sur le vignoble. Et donc là, les démarches sont entamées pour pouvoir les vinifier et voir ce qu'ils vont donner dans quelques années. Merci. L'exploitation des travaux du GIEC sur la zone du vignoble et le traitement des incidences potentielles sur la vigne sont menés de façon rigoureuse. Ce sujet constitue un des premiers essais de traitement des données de la base de données DRIAS pour aborder les problèmes à une échelle locale, dans une période où il n'y a pas encore de tutoriel associé. Cependant, on s'est demandé pourquoi les aléas climatiques n'ont pas été pris en compte et pourquoi avez-vous fait ce choix? Était-il imposé par des données disponibles? Et aussi, vous avez, semble-t-il, utilisé un des 12 modèles disponibles dans la DRIAS. Et quel a été votre critère? Moi, j'ai choisi le modèle utilisé par Météo France,
comme on était en France et que chaque modèle est un peu propre au pays. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Et après, pour le des aléas climatiques qui n'ont pas été pris en compte. C'est-à-dire, je ne comprends pas bien la question. Les gel, sécheresse. Ah, pourquoi j'en ai pas parlé? Donc, en effet, c'est par manque de temps que je vous ai pas présenté, mais donc quand j'ai fait les prévisions, on voit que plus ça va et moins il y aura de jours de gel. Mais en fait, le gros problème qu'il y a, c'est que la vigne va débourrer de plus en plus tôt. Et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de planter certes des cépages qui vont être tardifs, qui vont débourrer comme ça de plus en plus tard et ainsi essayer d'éviter les phénomènes de gel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le nombre de jours de gel qui représente une réelle menace, mais c'est la précocité des raisins. Et c'est pour ça qu'en adaptant leur cépagement, peut-être qu'on pourrait prendre en compte également ces aléas climatiques. D'accord. Et là, vous nous présentez un travail d'analyse sérieux, appuyé sur une méthode bibliographique complète, mais on sait aussi que vous avez fait un séjour à la cave précédant cette étude théorique, et comment ce séjour concret vous a aidé dans ces choix et dans cette analyse théorique. Est-ce que vous pouvez commenter? Alors, moi, je suis arrivée, en fait, la cave avait déjà fait le choix de planter... en fait, ils avaient des droits de plantation qui allaient se périmer, et donc il a fallu planter un peu dans l'urgence. Donc, en fait, le choix des nouveaux cépages a été fait avant même que cette étude soit menée. Et donc, en fait, moi, j'ai mené cette étude par la suite en essayant d'être le plus objectif possible et de ne pas prendre en compte les 4 cépages qui avaient déjà été plantés. Et en fait, l'objectif de cette étude, c'était plus de les conforter ou au contraire de leur montrer qu'ils s'étaient peut-être trompés et de justifier si oui ou non les 4 cépages qu'ils avaient plantés pour essayer de faire face au changement climatique étaient justifiés ou non. Voilà. Et là, la méthodologie proposée pour mesurer l'intérêt d'adaptation d'un cépage paraît fiable scientifiquement, mais relativement simple et à mettre en œuvre et nécessitant peu de moyens financiers. Donc, comme vous l'avez souligné, cette méthodologie pourrait être transférable pour d'autres appellations qui cherchent à mesurer l'intérêt de l'adaptation climatique à un cépage. Est-ce que vous pouvez un peu commenter et conforter ce commentaire? Ben oui, tout à fait, parce qu'en fait, la grosse problématique, c'est que la cave des vignerons de Buzet, ce n'est pas un organisme de recherche. Et donc, quand on plante des nouveaux cépages à titre expérimental et qu'on les intègre à l'AOC, il faut justifier qu'il va y avoir tout un suivi qui soit validé scientifiquement, qui va être fait. Donc tout l'enjeu, c'était de trouver une méthode qui soit quand même suffisamment simple et qui ne demande pas trop de coûts financiers pour que ce soit réalisable par la cave. Et en même temps, si on trouvait une méthode assez simple de mise en œuvre, l'idée c'était de se dire qu'elle pourrait être mise en place sur d'autres appellations et ainsi qu'on pourrait compiler et collecter des données qui sont à peu près similaires. Donc ce que j'ai proposé, c'est de suivre la phénologie, tout simplement en regardant les différents stades clés comme débourrement, floraison, véraison. De suivre la vigueur de la vigne en faisant tout simplement des cartes de NDVI. Donc c'est déjà une pratique qui est faite sur le vignoble de Buzet. Et enfin, de suivre les niveaux de stress hydrique avec la méthode des APEX qui a été mise en place par l'IFV récemment. Voilà. Et là, l'équilibre entre tradition et innovation que vous proposez consiste à exploiter la diversité variétale et le choix des porte-greffes, mais la gestion d'une diversité de cépages est complexe, semble-t-il, déjà pour les variétés de blé. Tout ça. Et comment vous envisagez une gestion de plusieurs diversités de cépages? Certes, je pense que ça va être très complexe, mais c'est peut-être aussi ce qui va les sauver lorsqu'il y aura des gros aléas climatiques, parce que justement, certes, on va peut-être perdre du volume sur un cépage précis, mais peut-être qu'un autre qui aura débourré plus tard ou qui, au contraire, aura été plus précoce, aura réussi à maintenir un bon rendement, et ça sera peut-être la clé pour justement conserver du volume et de la qualité, même face à des années avec de gros aléas climatiques. Félicitations. Merci beaucoup. Cette étude qui pourra aider la profession viticole. Merci.
Margot Colombin, bienvenue, de Vetagrosup Clermont. Alors bonjour à tous et merci d'être présents. Donc aujourd'hui on a parlé d'agriculture, d'environnement et donc moi je vais faire un petit focus sur l'alimentation et lier finalement tous ces enjeux. Donc j'ai réalisé ce mémoire de fin d'études dans le cadre d'un stage de 6 mois à la fin de mon école à Vetagrosup. Et donc l'enjeu ça a été d'évaluer des méthodologies de type analyse de cycle de vie pour l'affichage environnemental des produits alimentaires transformés. Donc je veux d'abord un peu vous faire prendre de la hauteur sur les enjeux et notamment la nécessité d'une transition rapide vers un système alimentaire durable. Donc pour vous donner quelques chiffres clés en tête, il y a un quart des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'alimentation, donc 20% de l'empreinte carbone des Français, donc qui représente 9 tonnes par an par personne. Et donc parmi ces enjeux, il y a différents enjeux de la fourche à la fourchette, donc sur l'ensemble du cycle de vie des produits alimentaires et notamment donc sur la partie agricole, donc avec 65% des émissions de gaz à effet de serre et notamment l'expansion des terres agricoles avec notamment la responsabilité dans la déforestation. Et donc si on prend vraiment de la hauteur, l'important c'est finalement l'ensemble du cycle de vie du produit où il peut y avoir différentes menaces liées à la pression des activités humaines. Donc justement, dans le cadre de l'affichage environnemental, j'aimerais justement vous définir ce que c'est avant de vous présenter ma problématique. Donc finalement, l'affichage environnemental, c'est l'évaluation des produits, donc des biens et des services, donc là en l'occurrence des produits alimentaires, pour permettre donc d'intégrer la dimension environnementale, de fournir des repères aux consommateurs pour l'encourager à substituer un produit ou un autre, et à surtout valoriser les efforts sur l'ensemble du cycle de vie, donc à l'ensemble des étapes. Et puis finalement, donc, pour vous recontextualiser les enjeux, en 2011, il y a eu une expérimentation de l'ADEME-AFNOR sur l'affichage environnemental des produits alimentaires et s'en est suivi donc des conclusions qui n'ont pas abouti à un dispositif de la part des pouvoirs publics. Et c'est donc en 2020, à l'automne 2020, qu'une expérimentation nationale, donc une deuxième expérimentation, a été réalisée et j'ai eu la chance donc de réaliser mon stage de fin d'études dans le cadre de cette expérimentation au CTCPA, le Centre technique agroalimentaire, donc un projet porté, donc on appellera PEPIT, porté par la DEPAL et la CIT-PPM. Et donc l'enjeu, c'était de savoir est-ce que les méthodologies basées sur l'analyse de cycle de vie sont adaptées pour construire des dispositifs d'affichage environnemental ou non. Alors vous me dites, on parle d'analyse de cycle de vie, d'affichage environnemental, mais globalement, cela repose sur quoi? Sur 3 grands piliers. Un pilier méthode, un pilier données et un pilier format. Donc je vais décliner ces ensembles de ces piliers et voir qu'est-ce que mon stage de fin d'études a pu apporter à ces questions. Donc pour la méthode, finalement, quelle méthode va-t-on utiliser pour calculer les impacts environnementaux d'un produit alimentaire? Est-ce que l'affichage doit se cantonner uniquement à un rayon du supermarché ou l'ensemble des produits alimentaires? Est-ce que le score visuellement vu par le consommateur doit être agrégé ou désagrégé? Donc, on a parlé d'analyse de cycle de vie au début dans ma problématique. Donc, effectivement, on s'est intéressé à voir si cette méthode ou si les dispositifs basés sur cette méthode peuvent être robustes pour un affichage environnemental. Donc, juste pour vous faire un focus sur l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode de référence pour l'évaluation environnementale quantitative des produits qui sont encadrés donc par les normes ISO 14040 et 14044 et elle repose sur 2 grands principes. Donc je vous ai parlé de l'ensemble du cycle de vie d'un produit. C'est une étape qui est multi-étape, de la fourche à la fourchette et multi-critères. Donc on va s'intéresser à différents indicateurs et critères sur différents compartiments. Donc on en a précédemment un petit peu parlé qui concernent donc des indicateurs donc sur l'eau, sur l'air et sur les sols. Donc actuellement, voilà, on s'est concentré aussi lors de mon stage de fin d'études sur les limites actuelles potentielles de l'analyse de cycle de vie. Donc c'est une méthode récente et robuste pour des biens ou des services de secteurs différents. Mais dans le secteur des produits alimentaires, il y a un point qui est assez important à noter, c'est la représentativité limitée de certains effets liés aux pratiques de l'amont agricole. Effectivement, on est en train de mêler une approche donc par les impacts
par une approche par les pratiques, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, voilà, il y a des effets sur la biodiversité, sur le stockage de carbone dans les sols et autres qu'on a pu voir dans les présentations précédentes. Et donc, pour pallier à ces limites, notamment dans mon stage de fin d'études, on a testé des dispositifs qui ajoutent des indicateurs complémentaires à ce socle ACV. Et donc, pareil, là, on a des risques de double comptage dans certains critères que je ne peux pas malheureusement exploiter ici. Donc ensuite, la partie données. Finalement, quel type de données pour évaluer les impacts? Les données, des données spécifiques entreprises, des données spécifiques donc à l'amont agricole, ou finalement des données génériques moyennées. Donc toutes ces questions-là, on a essayé, donc avec l'aide de 14 industriels, de réfléchir sur déjà l'amélioration des données existantes. Donc Agribalise est une base de données de 2500 produits alimentaires avec des produits qu'on appelle moyennés. Donc finalement, lorsque l'on améliore chacune des données d'étapes de cycle de vie, on se rend compte, donc là c'est l'exemple du ravioli au bœuf, qu'il y a des différences notables sur le score unique. Donc je ne vais pas rentrer dans ce qu'est le score unique, mais c'est un score environnemental qui prend en compte un ensemble de critères. Donc finalement, il y a une volonté actuellement des pouvoirs publics d'améliorer les bases de données et notamment de faire émerger des outils de calcul pour pouvoir spécifier les données. Et finalement, le troisième pilier, c'est le format. Un score unique ou finalement différentes échelles ou comme le Nutri-Score que l'on connaît. Donc finalement, il y a des préconisations du conseil scientifique. Vous pouvez voir ici le schéma qui représente ces préconisations. Et donc là, je vous donne juste un bref exemple que j'ai réalisé lors de mon stage de fin d'études, où on a finalement éco-conçu, on a fait un scénario où le haricot vert était éco-conçu, donc avec différentes actions d'éco-conception pour améliorer l'impact environnemental du produit. Et finalement, sur une échelle donc en format lettre, les deux produits sont notés de la même façon, malgré toutes ces actions. Et s'il y a une lettre plus une note, on a un écart de seulement 1 point. Et finalement, ce qui serait peut-être judicieux, c'est d'avoir ce format combiné. Mais les questions sont encore énormément d'actualité. Et je travaille actuellement en tant que chef de projet en environnement au CTCPA. Et le sujet de l'affichage environnemental est vraiment toujours bien présent. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Oh, merci beaucoup. Margot, et je voudrais savoir si M. Rastoin est dans la salle, qui est un des rapporteurs. Sinon, j'ai un autre rapporteur, Marie-Hélène Chassagne, qui m'a transmis ces questions parce qu'elle n'est pas présente. Alors, je vais vous les poser en son nom. Mais d'abord, elle a voulu saluer la qualité d'un travail qui est vraiment très complexe. Et c'est une complexité que dans le mémoire, on a eu plaisir à découvrir parce que vous l'avez exposé de manière très pédagogique, donc très partageable. Et on a aussi ressenti que c'était un énorme travail. Et notamment, vous avez bien mis en évidence toutes les difficultés d'approche, toutes les potentialités, les limites des méthodes proposées et des indicateurs soit existants, soit proposés. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est donc les besoins d'amélioration. Et bien sûr, dans ce cadre-là, nous, ce qui nous a le plus ouvert des horizons, mais sur lequel on sait que les questions sont peut-être encore pas sur la table, c'est quelles sont d'abord les réactions des commanditaires aux conclusions de votre travail? Du coup, quand vous parlez commanditaire, c'est le CTCPA, la DEPAL et la CITPP. Oui, j'imagine que là, c'était ceux qui ont validé le projet Pépite au départ. Alors, c'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivée en stage de fin d'études, c'était un projet qui était déjà prévu, étant donné que l'expérimentation avait débuté depuis à peu près 4 mois. Donc, ils avaient déjà commencé à réaliser notamment la sélection sur quel produit on allait réfléchir, sur quelle méthode on allait s'appuyer. Et en parallèle, il y avait aussi un conseil scientifique et différents groupes de travail qui essayaient de guider finalement l'ensemble des porteurs de projets. Donc, il y en avait 20 au total. Et donc, finalement, sur lequel j'ai contribué, c'est de pouvoir accompagner, continuer cette démarche et notamment le lien avec les industriels qui faisaient partie du projet. Et donc, finalement, ce stage de fin d'études s'inscrit vraiment sur cette expérimentation nationale. Donc, on a tous co-construit finalement ces réflexions. Après, les commanditaires étaient contents de pouvoir avoir un appui un peu plus, qui prend un peu plus de hauteur, sachant que je sortais d'école d'agronomie en spécialisation agroalimentaire. Donc, c'était plutôt...
Et donc, on est très curieux, mais on voudrait savoir, maintenant que vous êtes dans les murs, si vous avez une approche qui va concerner la prise en compte de l'acceptabilité du consommateur pour ce type de nouveau score. Alors, lors de l'expérimentation nationale, il y a eu donc 20 porteurs de projets qui ont effectivement travaillé sur ce que les 3 piliers que je vous ai présentés, données, méthodes, et effectivement, pour la partie format, finalement, qui concerne aussi l'acceptabilité du consommateur, il y a eu une étude qui a été réalisée en parallèle de l'expérimentation sur justement l'ensemble des... alors, il y avait quelques scores qui existaient, il y avait l'éco-score, le planet score, enfin, il y avait différents scores qui commençaient un peu à arriver. Et finalement, ils ont conclu en tout cas en termes de recommandations, que cet exemple visuel avec donc une lettre, potentiellement une note sur 100 et 3 indicateurs, cela pouvait être finalement le plus, le plus compatible, qui puisse à la fois être compréhensible par le consommateur et un minimum robuste. Après, il y a d'autres problématiques qui rentrent en jeu actuellement, notamment la place sur les emballages. Et la compréhension de l'ensemble des labels, Nutri-Score, donc nutritionnel, tout ce qui concerne aussi l'ensemble des labels et des labels de qualité, on en a parlé juste avant. Donc c'est un véritable challenge, rien que pour les producteurs d'emballage aussi et les transformateurs, d'accepter ça. Mais au niveau consommateur, effectivement, une étude a été en cours lors de l'expérimentation et d'autres études seront réalisées par la suite. Il faut savoir que là, actuellement, le dispositif n'a pas été décidé. Il y a encore une petite phase d'expérimentation pour justement prendre en compte tout ce qui a été apporté lors de l'expérimentation et finalement proposer un dispositif par les pouvoirs publics d'ici 2023. Mais il y a encore du boulot. Ah oui, merci. Merci beaucoup Margot, parce que je pense que dans la salle, mais on n'a plus le temps. On a vu dans une séance de l'académie qu'il y avait vraiment des questions encore très ouvertes sur cette prise en compte de l'affichage environnemental et qu'on espère que les outils de recherche vont accompagner cette problématique pour qu'elle ne soit pas trop vite opérationnelle non plus. Oui, c'est ça. On y travaille au CTCPA en tout cas, avec le côté opérationnel et le lien avec l'amont et l'aval. Voilà. Merci beaucoup.